Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au retour des rendez-vous de la BD, encore une fois. Et aujourd'hui on s'intéresse au label 619. Ce n'est pas moi, c'est Madame Lénouche qui a pu filmer la conférence de presse consacrée à ce label, qui fête aujourd'hui ses 15 ans, et qui vous la délivre, j'ai envie de dire texto sensu, dans cette vidéo. On vous souhaite beaucoup de plaisir, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous savez pas quoi faire l'année prochaine, un seul conseil. Le rendez-vous de la BD, ce sera la 29e et il y a vraiment moyen que vous passiez une bonne journée. Allez, gros bisous, ciao! Eh bien, on va pouvoir commencer. Bonjour tout le monde, merci d'être présent au rendez-vous de la BD d'Amiens 2024 pour le premier temps fort, ce premier week-end d'ouverture. Je me présente vite fait, je m'appelle Arnaud. Je suis journaliste spécialisé comics, bande dessinée. J'ai le plaisir de tenir un site qui s'appelle comicsblog.fr et aussi un podcast qui s'appelle First Print, donc vous pouvez voir le logo là-dessus. Et dans ce cadre-là, je suis aussi beaucoup des projets du label 619 et ça tombe bien puisqu'on va parler d'eux aujourd'hui. Et donc j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour Run, Guillaume Saint-Gelin, Baptiste Pagani et Petit Rapace, s'il vous plaît, qui nous font le grand plaisir d'être là avec nous aujourd'hui. Alors c'est vrai que la thématique, c'est un petit peu 15 ans de label 619, donc on a en gros 3/4 d'heure pour vous débriefer 15 ans de publication. Donc j'espère que vous allez pouvoir prendre des notes parce qu'il y en a quand même un paquet. Mais justement, blague à part, en fait, l'idée c'est vraiment de... parce que je ne sais pas en fait, depuis combien de temps vous lisez peut-être des albums du label 619. Mais l'envie, c'est un peu de vous montrer tout ce qui s'est fait quand même en 15 ans, toute la diversité, la pluralité des genres, des formats, des ambiances et des styles artistiques aussi qu'on a pu retrouver. Alors on a la chance d'avoir 4 auteurs parmi nous, dont 2 grands anciens, si je peux les appeler comme ça, et surtout un petit jeune pour le coup. Et donc on va d'abord commencer par une question qui est un peu très simple, puisque le mieux quand on démarre une conférence, c'est de définir le sujet. Et la question, c'est donc, c'est quoi pour vous le label 619? Et en fait, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis d'abord en premier lieu. Et Baptiste, je vais te laisser commencer. Voilà, tu as une casquette blanche, c'est arbitraire. Mais est-ce que tu peux un peu me dire, juste pour toi, en fait, quand on te parle du label 619 aujourd'hui, et nonobstant le fait que tu as produit des albums chez eux, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bonjour à tous déjà. Ce que représente le label pour moi et à l'époque à laquelle j'y suis rentré, c'est une pluralité, un mix en fait entre BD, on va dire franco-belge, comics, manga, c'est plein d'influences aussi énormément cinématographiques dans les livres, et quelque chose qui rajeunit entre guillemets l'image qu'on pourrait avoir un peu vieillissante de la bande dessinée, et principalement dû à des influences vraiment très très multiples, comme je disais, du manga, etc. Et aussi beaucoup d'influences cinématographiques. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce label et qui a fait que j'avais envie, par-dessus tout, d'être édité chez eux. Est-ce que tu peux justement un peu dire, toi, dans tes projets, quelles sont un peu tes influences? Alors Baptiste notamment, on va y revenir après, mais tu as fait de l'anthologie Doggy Bugs, mais on a 2 albums à toi, notamment c'est The Golden Pass et Les Lames d'Ashura. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les influences que tu infuses toi dans les BD que tu as faites au label? Alors en effet, j'ai commencé par une anthologie Doggy Bugs où j'ai raconté avec Asteda au scénario une histoire d'horreur. C'est pas du tout mon genre de prédilection, mais j'ai commencé par là. Moi, la première BD en tant qu'auteur que j'ai pu faire chez le label 619, c'était The Golden Pass, qui est un hommage au film d'action des années 90 et qui raconte l'histoire d'une cascadeuse dans des films de Jackie Chan et consorts dans l'industrie hongkongaise cinématographique des années 90. Donc principalement, il y a beaucoup de cinéma hongkongais, beaucoup de culture asiatique en général. J'ai également une autre BD qui est un peu plus fantasy et qui est une espèce de western, mais qui se passerait dans les plaines un peu de Mongolie, Asie, dans un milieu asiatique, pardon, et qui a pour principale influence l'œuvre Hokuto no Ken, qui est Ken le survivant en français pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc il y a une influence principalement asiatique, il y a beaucoup d'action, ça mélange aussi plein d'autres influences dont je parle pas souvent, mais l'art nouveau, etc. Ça, on peut, au sein du label, on m'a toujours laissé mélanger un peu ces idées-là, ces influences, etc. Je ne sais pas si j'aurais pu véritablement le faire chez d'autres éditeurs, en fait. Merci beaucoup Baptiste. Petit Rapace, je me tourne vers toi, qui est donc
un des derniers arrivés hein, au sein du label, tu as publié Slum Kids, alors d'abord au sein d'une histoire dans l'anthologie Love River, tu avais fait un docu-doc aussi en amont. Pareil, la question c'est pour toi, qu'est-ce que c'est le label 619, surtout que en fait, j'imagine que quand les premières BD du label 619 sont parues, tu n'avais peut-être pas l'âge de les lire encore. Ouais, t'abuses. Je te rassure, c'était mon cas aussi. Non mais ouais, quand je suis arrivé en études d'art, on m'a montré Mutafukaz et The Grocery entre autres, et je suis devenu fan direct. J'étais fan avant de travailler avec eux, mais du coup c'est un peu le même parcours que Baptiste au final, où ce côté multiculturel et mix d'influence manga avec le franco-belge, vu que j'ai plus grandi avec du manga, vu que je suis jeune, ça a fait que je voulais bosser avec eux et que j'aurais pas forcément voulu bosser et faire de la BD avec un autre éditeur. On va faire du jeunisme dans ce cas-là, mais comment tu présentes Slum Kids, ton univers, comment est-ce que tu le définis? Est-ce que tu peux me dire un peu, justement, tu parlais de manga un petit peu, quelles sont les influences que tu as voulu mettre dedans? Les influences graphiques principales, c'est genre Toriyama, Tezuka, c'est un peu mes deux grands maîtres dans le dessin, quoi. Et puis Mutafukaz et le travail de Guillaume Saint-Gelin aussi, en vrai. T'es pas obligé parce qu'on est là. Non mais c'est vrai, quoi. Voilà. Très bien. Après, présenter le projet, c'est un peu la cité de Dieu, mais adapté en BD avec un côté plus cartoon, et ça se base sur un contexte réaliste des enfants qui vivent vraiment dans des bidonvilles et tout ça, mais c'est une BD de divertissement, c'est pas une BD politique à proprement parler. Et voilà, il y a des petits twists de scénario. Voilà. Avec un petit côté de défouloir aussi dedans en termes de graphisme et même d'exubérance, de violence graphique, c'est des choses aussi que tu avais envie de foutre sur la page, là où tu peux t'éclater. Ouais, j'aime bien la bagarre, quoi. Et dessiner la violence aussi, je trouve que ça fait vraiment bizarre dit comme ça, mais il peut y avoir un côté vraiment esthétique et hyper intéressant à traiter. Et c'est beaucoup plus facile de dessiner des mecs qui se tapent que deux mecs dans une pièce qui discutent entre eux en chant contre chant. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Guillaume, je me tourne vers toi pour te poser exactement la même question, parce que là il n'y aura pas d'originalité. Justement, pour toi, c'est quoi le label 119 et vu que toi t'es rentré dedans dans les premières années, est-ce que tu peux un peu nous dire justement qu'est-ce que ça représentait pour toi à l'époque et peut-être comment ça a évolué aussi, parce qu'il y a eu de l'évolution en 15 ans. Alors, est-ce que ton micro marche? Non, parce qu'il n'est pas allumé. Il regarde. Oui, c'est incroyable. Non, déjà, Baptiste et Dirbas ont bien résumé ce côté influence multiple, très métissée, où globalement, voilà, si on a une idée assez forte et tout, on peut la faire au label, c'est ça qui est très agréable. Et c'est vrai que l'évolution du label, moi, au-delà même des genres et du métissage, c'est qu'il y a même une philosophie de travail et de travail autour de l'objet du label. C'est que déjà, il y a ça que nous, on pousse beaucoup avec Run. Maintenant, moi, je suis co-éditeur avec Run. Donc, on travaille avec beaucoup de jeunes auteurs, avec des auteurs qui sont plus confirmés. Et c'est vrai qu'on pousse beaucoup à vraiment pousser vraiment les scénarios, les univers, à essayer de creuser, à donner de la densité en fait, à des récits qui sont à la fois aussi très pop, très divertissants. On veut que les gens prennent du plaisir en, fait, en lisant le bouquin. Et qu'en même temps, tu as un vrai univers qui est dense derrière, qui soit pas juste gratos, quoi. Même s'il y a des récits qui sont vachement plus fun. Slum Kids, c'est vraiment, tu peux le prendre effectivement comme une sorte de défouloir graphique et tout. En même temps, il y a un univers qui est très riche, il y a des personnages qui sont assez profonds et tout. Sur Golden Pass, c'est pareil. Et voilà, je pense qu'il y a une philosophie de travail et de rendre un truc pop dense, quoi. J'ai pas envie de dire, intelligent ou c'est pas un truc snob, mais c'est juste avoir une densité dans ce que tu fais pop culture. Très bien. Et mon dernier intervenant, bien sûr, ce sera toi, Run. Alors, c'est quoi le label 619 pour toi, Run? Je crois que tout a été dit, en fait. Pour moi, c'est de la... Tu sais, je vais même te couper, parce que ce qui m'intéresse plus, c'est dans l'état d'esprit dans lequel tu as voulu le fonder. Qu'est-ce que c'était quand tu as voulu le créer? Quand j'ai voulu le créer, c'est tout simplement parce que moi-même, j'avais galéré pour trouver un éditeur pour Mutafukaz. Je trouvais il manquait un créneau dans la BD franco-belge. Il y avait ce côté, soit il y avait le côté très underground, que j'adore, mais qui n'était pas forcément toujours très frais, et je ne m'y retrouvais pas tout à fait. Ou alors il y avait le côté, je trouve, mainstream, que je trouvais un peu lisse, et pas forcément très intéressant, dans lequel je ne me retrouvais pas non plus. Moi, en fait, pour tout dire, j'avais l'impression d'avoir le cul entre deux chaises.
Donc je me disais, c'est dommage que dans la BD franco-belge, on ne retrouve pas ce que j'aimerais, moi, y retrouver. Et moi, quand j'ai cherché à éditer Out of Case, je me suis retrouvé avec des portes fermées, en fait, tout simplement. Tu avais démarché beaucoup? Énormément, ouais, j'avais fait quasiment tous les éditeurs de France. Alors, je ne les ai pas toujours rencontrés, hein, loin s'en faut, mais c'était des lettres mortes, c'était des mails qui n'aboutissaient nulle part. Je m'étais même inscrit à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un truc qui s'appelait Le Lab. C'était Glénat qui faisait ça, j'avais mis mon projet là-dessus. Ça marchait à système de vote, si tu étais haut, peut-être qu'il y avait un éditeur qui allait jeter un coup d'œil, et si tu étais bas, c'est tout, personne ne le regardait. Et moi, Out of Case, c'était pile poil au moment des émeutes de Paris en 2005, et j'avais tout un shitstorm, genre, ah ouais, ça m'étonne pas que ça parte en couille dans les rues quand on voit ce que les auteurs de BD ont dans la tête et des délires comme ça. donc, pas d'éditeur l'avait vu à ce moment-là, ce qui fait que en fait, il me restait 2 mois avant la fin de mes indemnités chômage. Tu vois. Et je me disais, merde, j'ai toujours pas trouvé la BD de la dernière chance. La BD de la dernière chance, ça faisait quand même 1 an et demi que j'étais dessus, tu sais. Moi, je venais d'une agence multimédia dans laquelle j'avais déjà fait un court-métrage Out of Case et j'avais fait un site. Donc j'avais quand même préparé, j'ai envie de dire, l'univers auprès du public. Néanmoins, impossible de trouver un éditeur. Et il se trouve que 2 mois avant la fin du chômage, je dois accompagner un pote qui avait un rendez-vous chez Ankama. Et à l'époque, Ankama, c'était essentiellement une boîte de jeux vidéo qui faisait Dofus. Et quand j'ai rencontré le Big Boss, il me dit, ouais, je connais Mutafuka, on se présente rapidement tout. Il dit, ouais, je connais Mutafuka, c'est le court-métrage, c'est excellent tout. Qu'est-ce que tu fais avec ce truc-là en ce moment? Et je dis, je cherche à publier une BD. Je lui dis, viens, on l'a fait. Sauf qu'il n'avait pas de maison d'édition. Il avait pour projet de créer une maison d'édition. Et c'est comme ça qu'en fait, la BD Mutafukaz avec les mangas Dofus et l'artbook Dofus ont été les premières pierres d'Ankama Édition. C'était dur pour toi enfin, pas forcément dur, mais dans la pression que tu t'étais mise à partir du moment où tu disais que ta BD va être publiée, est-ce que c'était beaucoup de pression pour toi? Pas du tout. Je me mets plus de pression aujourd'hui que je me mettais en 2006. Parce qu'en 2006, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose. Alors j'avais conscience de mes lacunes en dessin et même en narration, etc. Mais j'avais quand même l'impression que le créneau que j'avais pris ne se retrouvait pas particulièrement. Et zéro enjeu parce qu'on venait de nulle part en fait, si tu veux. Donc tout était à créer, tout était à faire. Donc non, j'avais aucune pression, au contraire. J'ai fait mon truc comme je l'ai senti, j'avais carte blanche du directeur éditorial qui était Toth à l'époque. Et puis c'est tout, voilà, j'ai fait Mutafukaz comme ça. J'ai attaqué le tome 2 sans même avoir pris conscience qu'il y avait des gens qui lisaient déjà le tome 1. Tu vois, moi j'étais resté dans ma mentalité de mec qui fait des trucs chez lui, quoi, tu vois, et qui sort pas de ses disques durs. Et puis j'ai vu qu'il y a eu l'engouement qui a pris au fur et à mesure, jusqu'à ce que le boss me propose de gérer une collection. Et justement, c'est quand tu as dû gérer cette collection, donc il y a le nom qui devait être trouvé. Alors, tu l'as déjà dit dans des interviews, même sur votre site, le nom en tant que tel du label 119, comment il a été trouvé? Au début, alors moi mon chiffre, le chiffre qui me suivait depuis le tout début de ma carrière qui n'existait pas encore, mais en tout cas depuis que j'étais étudiant, etc., c'était le 777. Et tout début, j'avoue que je voulais l'appeler label 777. Mais je trouvais que c'était trop nombriliste. Je trouvais que ça faisait vraiment c'est mon label, alors que moi j'avais comme idée d'être beaucoup plus collectif en fait, déjà de base. Donc je voulais rester sur l'idée d'un nombre, et puis le 619 il est apparu comme ça. Tu sais, je faisais plein de nombres dans ma tête, et le 619 il était bien parce que déjà il y avait une symétrie entre le 6, le 9, le 1. Si tu es un peu myope comme moi, de loin tu peux lire Big Label, tu vois. Et 619, ça avait aussi, tu vois, c'est la prise de Rey Mysterio dans la WWE, c'est le finish de Rey Mysterio, donc il y avait un petit côté, au début c'est vrai que le label 119, il était très associé à l'image du catch, pour plein de raisons. C'est pour ça que j'ai mis si tu te retournes, j'ai mis le bouquin de Los Tigres del Ring, pour montrer aussi ce que vous faisiez au début. Et même à la sortie, au lancement du label 119, il y avait un match de catch à la Japan Expo qui reprenait un des combats de ma BD, enfin bref.
Et puis 619, c'est l'indicatif de San Diego, qui est la grand mec du comics américain. Et à l'époque, c'est vrai que moi, on m'associait beaucoup aux comics, même si aujourd'hui... tu veux plus. Bah, c'est pas ça, c'est que je trouve que c'est restrictif dans le sens où, pour moi, on n'est pas en rupture avec la franco-belge. Au contraire, dans l'idée, j'aimerais que les gens se disent, bah tiens, la franco-belge, c'est ça maintenant, c'est aussi ça. Et c'est pas genre, la franco-belge, c'est des trucs propres, et puis, tu vois, les petits Mickey, là, c'est du comics, tu vois. C'est pas une rupture, mais une évolution. Pour moi, c'est de la franco-belge, en fait. On n'est pas américain, c'est pas d'importation américaine, ouais, c'est, comme tu dis, c'est une évolution de la franco-belge. Et ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est quand même ton rapport aux États-Unis, parce que même au début, dans les premières années, il y avait de la création, mais tu avais aussi quand même fait ce qu'on appelle des acquisitions de droits, donc la publication de BD américaines. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a eu cette association qui s'est faite entre le label 119 et les comics, parce qu'à côté de Moutafoukaz, à côté de Freak Squill, tu avais quand même Tangirl notamment, que j'ai aussi affiché là, tu avais d'autres titres. Il n'y avait que Tangirl à l'époque. Ouais, mais après, tu as eu des titres avec Michael Dustin, avec Raphaël Grandpan, enfin des artistes qui sont très connus aux États-Unis. Comment tu faisais un peu pour choisir justement ces titres-là? En vrai, c'était du coup par coup. Sur Tangirl, c'est un mec qui nous a dit hey, vous êtes au courant que Tangirl, ils ont plus d'éditeurs en France? Moi, je me souviens quand j'étais ado, j'avais acheté des éditions Vent d'Ouest qui étaient extrêmement mal traduites. J'espère qu'il n'y a personne de Glénat dans la. Moi, ils doivent le savoir. Et c'est tout. Et on s'est dit, bah ouais, tiens. Bah ouais, ok, non, j'étais pas au courant. Donc on a contacté Titan, et puis ça s'est fait comme ça. Michael Dustin, c'est parce que le mec, à un moment donné, il est venu vivre à Paris, on l'a rencontré, il nous a proposé son projet, Butcher Baker. Et quand il a vu nos BD, il a dit, ah, moi je veux que ça soit chez vous. Donc ça s'est fait comme ça. Si tu vois, on n'a pas cherché à publier du comics à proprement parler, c'est juste des occasions qu'on a saisies en fait. Nous, quand même, le label 119, le cœur du label 119, c'est de la création 100% originale et française, quoi. Même si on travaille avec des auteurs étrangers, on a travaillé avec Atsushi Kaneko, par exemple, pour un segment de Doggy Bags. Néanmoins, notre cœur de métier, c'est de la création. Et ce qui m'amène un peu juste à j'ai aussi voulu mettre D-Baser en fait, qui fait partie aussi des premiers titres publiés. Parce qu'en fait, c'est vrai que le bouquin est en rupture de stock depuis pas mal de temps, mais c'est en format manga en fait, c'est un tout petit format en noir et blanc. Enfin, techniquement, c'est du manga en fait. On va reparler de manga un peu plus tard dans la conférence, mais pour dire vraiment que dès le départ aussi, dans ton esprit, tu avais de ne pas se limiter aussi dans les formats en fait, dans en fait, l'association qu'on peut faire nous en tant que lecteurs à un format, enfin une BD avec une telle origine peut être associée à un tel format. Et ça, c'était quelque chose aussi que tu voulais mettre d'emblée, genre on fait tout. Ouais, bien sûr. Et dans ma tête de Baser, oui, c'est typé manga, mais pour moi, c'est pas un manga, tu vois, stricto sensu. L'histoire se passe à Paris, c'est des thématiques très françaises. Donc ouais, l'idée, c'était pas de se fermer à des formats particuliers. Est-ce que c'était dur de juste de trouver le logo final avec la flamme notamment sur le 619, parce que justement en retrouvant les couvertures, bah, tu vois que pour Moutafoukaz, tu as un point américain, pour D-Baser, tu as des éclairs. Je sais pas si c'était juste une période où vous recherchiez l'identité du logo, c'était juste pour le fun. Ouais, moi, assez rapidement, pour le label 619, il faut savoir que je travaillais aussi avec Yuck, et je travaille toujours avec Yuck, ouais. J'avais pour idée un shield, un bouclier type Warner Bros. C'est un truc que je trouve vraiment beau. Et le côté flamme, parce que j'ai toujours aimé, tu sais, j'ai un tatou par exemple de cœur, de Sacré-Cœur, tu vois, et je voulais retrouver un petit peu cette idée de Sacré-Cœur et en même temps un peu de bouclier. Et voilà, j'ai donné les mots-clés à Yuck, et puis il a proposé ce logo parmi d'autres, et puis celui-là, j'ai bloqué dessus. Et c'est vrai qu'ensuite, on s'est amusé à faire des déclinaisons. On trouvait ça marrant de décliner le logo en fonction des thématiques et des titres qu'on proposait. Guillaume, je me retourne vers toi un petit peu, juste pour ton arrivée au label, ça s'est fait comment? Il me semble que l'histoire, c'est qu'en fait, tu as démarré comme stagiaire de... Ouais, j'étais son petit sbire au début. non, c'est... ouais, pour faire un peu rapidement, moi j'avais commencé à être... édité chez Casterman à l'époque. Et en même temps, bah voilà, j'étais présent comme plein d'auteurs de notre génération sur les forums, sur les blogs et tout. Et en fait, il s'avère qu'il y avait un
graphiste qui bossait chez Ankama et avec Run, qui s'appelait John, et Jonathan Garnier, qui est scénariste maintenant. Et voilà, nous a mis en contact comme ça, on a un peu papoté, et c'est vrai que moi j'étais encore étudiant, et du coup on me propose de venir à Ankama, tu vois, pour voir, et du coup faire un stage. À l'époque c'était pour le top 0 de Mutafoukaz, et j'avais aidé à bosser sur un trailer animé qui était super beau, full animation et tout, et voilà, j'ai fait, je sais plus, c'était 1 mois ou 2 mois, et c'était vraiment bien passé. Et puis après je suis reparti à l'école, et l'été suivant, comme j'avais pas envie de chercher un stage en graphisme, parce que j'étais en école de graphisme, j'ai redemandé est-ce que je peux revenir chez vous, c'était bien. Et il t'avait pas traumatisé? Non, ça va. Non. Enfin, au contraire, c'était hyper bien. Moi j'étais revenu de mon stage, tout le monde avait fait des stages horribles, moi j'étais le seul à avoir un stage un peu fun. Et donc non, c'était vraiment cool, et surtout que là, pour mon deuxième stage, il y avait cette réflexion autour du début de Doggy Bags. Et voilà. Et voilà, mon boulot de stage pendant mes 2 mois, c'était de faire une BD, quoi. Donc c'était trop bien. À la fois, juste un truc que je kiffais, et en même temps, j'avais tout l'apport de Run en termes de technique, de comment développer un univers, un scénario. Je sais que moi, je lui avais dit, j'ai envie de faire un truc avec des bikers, il m'a dit, ok, ça marche. Voilà, 50 DVD de true crime sur les bikers aux États-Unis, tu vois. Et voilà, ça m'a vachement apporté une méthode de travail. Et voilà, et après ça, voilà, c'était lancé, quoi. Mais justement, tu mentionnais Doggy Bags, et c'est un peu la réflexion que tu te faisais, Ron, en amont de la conférence, c'est que j'ai un peu l'impression que si on devait définir quand même une sorte de socle ou d'ADN du label 119, au-delà de vos définitions du départ qui sont toutes valides sur la pluralité des genres et des formes aussi, il y a quand même cette anthologie en fait, qui existe aussi depuis les débuts, cette anthologie d'horreur, 3 histoires par numéro. Run, tu peux un peu juste m'expliquer c'était quoi le concept, l'idée, pourquoi tu as voulu lancer une anthologie d'horreur? Parce que je trouvais que ça manquait dans le paysage franco-belge, encore une fois, et je trouvais que si c'était un formidable champ d'expérimentation. C'est-à-dire que sur un 30 pages, tu peux te permettre plus de choses, je trouve, que sur un long, j'allais dire un long métrage, que sur une BD plus longue, tu vois. C'est moins stressant aussi pour l'auteur, tout ne repose pas que sur lui, tu vois. Et puis ça permet aussi de tester potentiellement des nouveaux auteurs qui se sentent pas, qui auraient envie de faire de la bande dessinée, mais qui ne se sentent pas forcément prêts à enquiller, tu vois, 148 pages ou ce genre de délire, quoi. Donc, non, pour moi, Doggy Bags et Low Reader, parce que finalement, Low Reader, c'est ni plus ni moins qu'une évolution de Doggy Bags, pour moi, c'est le cœur, même l'ADN du label 619, pas dans les thématiques, parce que ça serait restrictif de le dire, parce que ça reste quand même de l'exploitation, de l'horreur, etc. Mais dans ce qu'on a à proposer en termes de thématiques, de graphisme et aussi de narration, en fait. Parce qu'au fil des ans, c'est devenu aussi peut-être une forme, tu disais que ça permet de mettre la main à la pâte un peu aux jeunes auteurs, enfin à ceux que tu essaies de chercher ou de recruter. Mais est-ce que pour, on va dire, les vieux briscards dans tout genre, c'est pas aussi une cour de récréation, enfin peut-être même un moment de respiration quand tu enchaînes entre différents tomes de Mutafoukaz, quand tu sors d'un travail avec Florent sur Short Story, est-ce que ça ne permet pas aussi juste de souffler, même si ça reste du travail? Si, bien sûr. Si. Moi, là, en ce moment, je suis en train de faire un segment sur un low reader. Ça me permet un petit peu de récupérer des points de vie avant d'attaquer le tome 3 de MFK2, qui nécessite un peu plus d'écriture que les 2 précédents. Mais par exemple, Petit Rapace, c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. C'est-à-dire que lui, Slum Kid, c'est le projet qu'il m'a proposé d'entrée de jeu. Mais je sentais que tu ne te sentais pas encore suffisamment solide sur tes appuis. Donc on temporise quand c'est comme ça. Je dis écoute, continue à creuser ton univers, ça a l'air cool. Mais en attendant, tiens, je te propose des récits courts. Je pense que si j'avais fait Slum Kids direct, j'aurais eu beaucoup de choses à reprendre, quoi. Alors que là, au final, j'ai quasiment rien corrigé sur le projet, il me semble, à part un tout petit peu la fin, mais je pense que c'était grâce aux expériences sur les histoires courtes avant. Est-ce que tu trouves que c'est plus simple aussi, même toi, d'être sur des formats courts par rapport ne serait-ce que... Alors, ce qui est bien, c'est que tu étais avec Royer sur l'histoire, donc tu n'avais pas de scénario, donc tu n'avais pas toute la charge d'écriture forcément. Est-ce que ça te permet aussi de te mettre moins la pression quand tu es sur un petit format par rapport à... En vrai, c'est pas forcément le côté écriture, parce que c'est pas forcément
C'est ça qui me met le plus la pression, mais c'est surtout le temps, quoi. C'est que 100 pages, ça prend un an et demi pour moi, parce que je suis relativement lent, quoi. Alors qu'un 30 pages, c'est genre 4 mois, quoi. Donc forcément, la charge de travail, elle est différente. Toi, Baptiste, t'avais démarché pour Doggy Bags, ça s'est passé comment? Au tout début, j'ai démarché, ouais. Je t'avais envoyé un scénar ou deux, non, peut-être un scénar. Et ça s'est refait après, une fois que j'ai connu Guillaume après. On a commencé à bosser un peu ensemble. Et sur un scénario que vous m'avez proposé, un scénario d'Asteda. Et qui est un... Heartbreaker, je crois. Comment? C'était Heartbreaker au début. Heartbreaker, j'avais fait un test et sinon je t'avais envoyé un truc sur une prison de femmes. Ah oui, c'est tout début. Ouais. C'est la couverture qui est là, oui, alors ça c'est celui sur lequel j'ai travaillé, ça a été en effet mon premier boulot édité en fait, si on compte pas les fanzines. Oui, en effet, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, mais en effet 30 pages, on peut tester plein de choses graphiquement, on est entouré d'autres auteurs plus ou moins confirmés aussi, donc on se sent un peu plus en sécurité. En effet, tout repose pas sur nous, et c'est également... tout baigne dans une direction artistique, des fausses pubs, tout un amas d'informations complémentaires qui font que l'ouvrage est très intéressant au-delà de juste du travail qu'on propose. Donc c'est très réconfortant pour un jeune auteur, un auteur qui commence, qui n'a pas d'expérience. Et c'est vrai que c'est très peu répandu dans le paysage français. À part Doggy Bags et Cho Magazine, magazine de Titeuf, je vois pas d'ailleurs. Parce qu'en plus, c'est un très grand écart quand même de propositions. Je vois pas d'équivalent. Non mais oui, ouais, je trouve ça très intéressant comme formule et c'est pour ça que je suis très content que ça continue également. Ouais, non, c'est pour rajouter un peu, c'est vrai que c'est un objet qui cristallise bien effectivement le trait du label éditorialement, effectivement, tout ce qui est le travail de graphisme, d'à côté de la BD aussi. C'est vrai que dans beaucoup de nos BD, il y a des fois des pages de texte, il y a des faux articles, des pages d'illustration, il y a ce côté un peu artistique qui n'est pas juste une planche de BD pure, et vraiment Doggy Bags c'est ça à 100%. Et c'est vrai qu'en plus éditorialement c'est un super projet qui est pensé par Ron, parce que ça permet à la fois de travailler avec des auteurs qui ne sont pas encore confirmés, qui ont besoin d'un pied à l'étrier. Ça permet aussi de les mettre en avant, parce qu'ils seront dans une revue qui commence à avoir un nom, avec des auteurs plus confirmés. Et mine de rien, quand on voit un auteur dans sa première BD sur un projet solo, c'est un côté un peu crash test, tu vois. Alors, nous, on a toujours essayé de soutenir les auteurs au maximum, mais ça permet de faire connaître son nom au public de manière assez douce, de vraiment poser son truc. Et comme ça, après, les gens sont curieux de voir l'histoire complète de cet auteur ou cette autrice. Mais c'est vrai que Doggy Bags, c'est assez unique par rapport à ça, quoi. Surtout, ce qui a évolué en plus depuis les tout débuts, où c'était Ron qui pilotait ensemble, c'est que maintenant, avec Mathieu Bablet et Florent Baudou, vous êtes les 4 co-éditeurs, et donc toi aussi, maintenant, tu participes aussi à cette démarche de prospection sur les low readers. Ouais, moi j'essaie de faire ce que je peux. Moi, c'est pareil, c'est un peu nouveau, mais c'est un bon moyen, même pour moi en tant qu'éditeur junior. Gérer un projet de 30 pages, c'est plus facile qu'un 200 pages, donc moi aussi j'apprends avec ça. Et ouais, c'est super intéressant à participer. C'est compliqué à gérer juste quand même une anthologie où à chaque fois tu as 3 équipes créatives différentes avec donc des sommaires et alors je connais un peu la réponse à la question, mais je sais que parfois tu as des histoires qui sont prévues pour un numéro qui vont finalement être décalées, qui sortiront 3 numéros après. Comment on jongle ça d'un point de vue vraiment sur l'édito? On s'adapte. Ouais. C'est toujours la même chose, on s'adapte, on gère les priorités et puis on trouve toujours des solutions. Il y a toujours, sur des projets collectifs, c'est assez compliqué à gérer, pour tout dire, beaucoup plus qu'un projet solo, quoi. Ouais, et c'est vrai que le rendu final est assez clean et assez pro, mais le process c'est vachement bricolage finalement. Alors, c'est pas dans le mauvais terme, mais c'est très fluide, c'est un peu chaotique et tout, ça part un peu dans tous les sens, et au final on a la trompe sur le pied, mais c'est vrai que c'est un process qui est assez complexe. Alors j'avais changé sur cette slide, donc on a 2 absents parmi, justement j'ai mis puissance 4 parce que je parlais de Mathieu Bablet et Florent Baudou que l'on salue. Mais justement 2019 c'est l'année où vous avez pris votre indépendance. Avant vous étiez une collection au sein d'Ankama, puis vous prenez votre indépendance en 2019. Qu'est-ce que ça a changé concrètement, Guillaume, Ron, pour vous dans votre façon de fonctionner? Il y a eu 2 étapes. Il y a eu d'abord, on est devenu indépendant et on continue à bosser avec Ankama en tant que maison d'édition. Et puis ensuite, on
on a switché sur une autre maison d'édition. Donc si tu veux, ça s'est fait progressivement, ça n'a pas été, tu vois, tout de suite... Enfin ouais, ça a été progressivement, on a eu le temps un petit peu de s'adapter à la situation, et puis bah, qu'est-ce que ça change ce que ça change surtout, de mon point de vue, c'est qu'avant j'étais salarié chez Ankama. Maintenant je ne le suis plus, je suis indépendant aussi, moi, totalement. Et le travail avec Rue de Sèvres, dans le sens où c'est une maison d'édition. Tu sais, Ankama, c'était une maison, il y avait Ankama Édition, mais le cœur de métier d'Ankama, c'était quand même le jeu vidéo. Il y avait, à l'époque où j'étais là-bas, il y avait 500 tu vois, salariés. Nous, dans la maison d'édition, on était une petite vingtaine, et dans le label 119, on était 2. Tu vois, donc voilà, et là la différence c'est que chez Rue de Sèvres, comme leur cœur de métier c'est le livre et l'édition, ben, ils ont beaucoup plus de contacts aussi, ils ont un service de com qui fonctionne vraiment bien, et là pour le coup, une fois que nous on a fini le bouquin, qu'on leur a livré, c'est tout. Ils gèrent le service après-vente, j'ai envie de dire. Donc ça c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et je pense que si on a eu des... Alors, on avait eu des titres à succès hein, chez Ankama, notamment Carbone et Silicium, etc. Mais là, c'est vrai que chez Rue de Sèvres, je trouve que nous, on continue de faire ce qu'on a toujours fait. Donc, en termes édito, il n'y a pas grande différence, mis à part qu'on a tous pris un peu de bouteille, mais je pense que... Et que vous gérez à 4 quand même un petit peu, non? Pour sélectionner notamment les projets que vous recevez. Ouais, mais c'est pas ça qui change... Ouais. Je trouve pas en tout cas. Non, pas tant pas. Enfin, en tout cas, peut-être pour moi, Mathieu et Florent, on se sent plus impliqués, mais c'est vrai que le truc qui était chouette aussi avec le label, c'est que, même avant ça, hein, c'est que les quelques moments où on pouvait se voir dans l'année lors des festivals, parce qu'il faut savoir qu'en fait, le label, en fait, nous, on habite tous dans des villes différentes, les auteurs habitent dans des villes différentes, en fait, c'est que du télétravail, il n'y a pas un grand atelier 619. Et voilà, les quelques moments où on se retrouvait dans le festival avant ça. Parce que toi, tu es sur Paris, ouais. Ren, il est à Lille, tu as Florent à Lyon et Mathieu à Grenoble. C'est ça, ouais. Là, on a un Nantais aussi, donc vraiment, c'est voilà, complètement dispatché. C'est la France entière. Mais en fait, on avait déjà des discussions en festival en mode vraiment pause, on se parlait des projets qui arrivaient. Des fois, tu fais rencontrer quelqu'un, tu dis bah oui, il est à ça et tout. Et c'est vrai que même moi, quand je n'étais pas éditeur à l'époque, bah, j'étais un peu au courant de ce qui se passait en édito. Donc en fait, il y a toujours eu un peu ce côté collectif, et je pense que c'est ce qui nous différencie aussi d'autres éditeurs et d'autres maisons d'édition, c'est que on a plus un esprit collectif en fait que d'éditeurs à proprement dit. Et tu oublies l'essentiel, c'est qu'aussi on est auteur. Tu vois, effectivement on a l'esprit d'équipe, mais aussi nous-mêmes on est des éditeurs qui sommes des auteurs. Donc ça c'est... Ouais, non, c'est sûr que ça change vachement la dynamique, parce que bah, déjà quand on travaille avec les auteurs, bah, on sait aussi les contraintes et les complexités du métier. On essaie on comprend tu vois, les inquiétudes que les auteurs peuvent avoir, on comprend leur démarche, leur travail, donc c'est une approche qui est beaucoup plus différente, je pense, de quelqu'un qui ne dessine pas du tout. Ouais, et même dans l'accompagnement, tu vois, si à un moment donné ça bloque, on peut donner un petit coup de main, et même nous entre nous, hein, de toute façon. Oui, parce que vous faites aussi, vous discutez de vos propres projets. Guillaume, quand tu faisais Frontier, t'en parlais peut-être aussi sur des scènes à Ren ou à Mathieu. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y a même des fois, ça nous arrive de nous filer des coups de main sur même des cases de dessin, hein, genre. C'est-à-dire que t'as pas dessiné dans Frontier? Non, je fais 1%. Non, mais ça peut arriver. Ouais, des fois, on dit ouais, les gars, je galère sur cette case, j'arrive pas à trouver mon angle de vue et tout. Tu mets ça, Florent va te faire 50 propositions. C'est jamais Blacky qui demande ça. En général, c'est moi. Tu peux me balancer. Non, mais tu vois, pour les couvertures, trucs comme ça. Ouais, c'est sûr. Et des fois, c'est vraiment des questions de dessin pur, et ouais, on peut s'entraider entre nous. C'est pareil, quand j'avais bossé un peu avec Baptiste sur Hélène Delchoura, bah, tu vois, il y avait tous les trucs un peu de storyboard. Je trouve que c'était agréable, tu vois, de pouvoir parler en dessin, quoi. À l'étape du story, qui est l'étape probablement du storyboard, l'étape la plus importante de la création de la BD, en effet, c'est toujours hyper rassurant de pouvoir dialoguer avec des gens qui sont concernés, parce qu'ils sont également et auteurs et dessinateurs. Donc ça fait vraiment un travail très très fluide et surtout très très sécurisant et vraiment solide dès le départ. En fait, vous choisissez
quel éditeur, quel poste d'éditeur en fait vont se répartir pour chapeauter tel auteur. Ça c'est à l'affinité. Non, c'est toujours ça, très collectif. Celui qui ramène le projet en règle générale le gère, tu vois. Après, s'il y en a un qui a un problème, comme ça peut arriver dans la vie, tu as des problèmes de santé ou autre, on peut passer la main temporairement. Ouais, c'est plus ça. Ou alors des fois, là comme un projet récent, on s'est mis dessus à deux, tu vois. Parce que ça nous, on se dit qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien, on en discute, finalement l'un et l'autre s'impliquons, et finalement on se dit bon bah, même si on n'a pas décidé, on se retrouve à deux à le suivre, tu vois. Donc ça se fait comme ça, il n'y a pas d'organisation particulière, c'est assez organique en fait comme fonctionne. Et puis c'est parce que vous êtes habitués à fonctionner ensemble depuis maintenant tellement longtemps que vous n'avez pas forcément des lignes directrices à vous inscrire pour savoir comment... Oui, puis moi par exemple, si un projet SF qui arrive, je vais avoir le réflexe de le balancer à Mathieu par exemple. Maintenant je pourrais peut-être me dire, tiens, Mathieu. Tu vois, Blacky aussi, maintenant qu'il a fait un projet de SF, mais moi je me sens pas légitime à suivre tous les projets par exemple. Donc il y a des trucs sur lesquels je me sens très lacunaire, où j'ai très peu de références. Je préfère lâcher le projet à quelqu'un. Et Mathieu, s'il me dit ouais, non, c'est déjà vu, moi je dis c'est tout, on fait pas. Tu vois. Ouais, c'est vrai, il y a les univers, et puis il y a aussi, effectivement, comme dit Ron, qui ramène le projet aussi par rapport à qui, tu vois. C'est vrai que en fonction de qui connaît l'auteur, par exemple, forcément, est-ce que le lien va mieux passer, ça peut passer par là, ça peut être aussi. Moi, je sais que je suis plus à l'aise, tu vois, pour suivre vraiment sur des storyboards. Donc c'est vrai que quand on voit un projet qui est intéressant, mais où il y a un gros travail de réécriture sur les dialogues, sur le scénario, c'est vrai que moi j'ai plus tendance à demander à Ron ou Mathieu de m'aider, parce que je sais qu'ils sont vachement plus carrés là-dessus. Et après moi je les supporte sur le côté un peu plus dessin, je me dis aidez-moi sur l'écriture, et puis moi comme ça moi je me focus sur le dessin et sur la narration. En fait voilà, on connaît aussi nos points forts, là on est plus à l'aise à communiquer avec l'auteur. Comme dit Ron, c'est très organique en fonction des besoins et puis effectivement des aléas de la vie. Tous les jours. Alors c'est vrai que je me rends compte en même temps qu'on fait cette conférence qu'il y aurait peut-être une slide que j'aurais voulu rajouter juste pour parler de la Mother Base et voir en fait que le label 119, au-delà de la bande Disney, c'est des univers qui s'étendent aussi sur d'autres spectres artistiques et notamment la musique, puisqu'en fait vous avez fait des bandes son pour Mutafuka's 1886, pour Carbone et Silicium, pour Okae. Ça aussi c'était une volonté en fait avec la création de la Mother Base d'étendre vos univers sur d'autres secteurs, et je mentionne même pas le film Mutafuka's quand même qui est super important, mais si je reste juste sur la musique, ça part de ta démarche aussi. Ouais, après nous on est des gros Yankees dans la vraie vie. Donc tout ce qui est goodies, figues et tout, nous on est déjà clients. Et c'est vrai que chez Ankama, il y a un truc qui me manquait beaucoup, c'est que il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, mais par rapport à l'univers de Fou Soit Fou, et pas grand chose qui se faisait autour finalement du label 119. Ce qui fait que quand on a eu notre indépendance, on s'est dit, il y a une partie de l'argent qu'on va recueillir qui servira à faire des goodies, des pins, des machins, des trucs pas du tout rentable, ce dit en passant. mais juste pour le kiff de le faire et de proposer à la niche de la niche qui va être intéressée. Donc, et c'est vrai que les vinyles, la musique, c'est quelque chose qui nous intéresse. Moi, quand j'avais fait le film Mutafuka's, j'avais demandé à Toxic Avenger de co-réaliser la bande originale. Ce qui fait que ensuite, une fois que le film est sorti, etc., on est resté en contact. Et puis quand Mathieu a sorti Carbone et Silicium, tout de suite, je me suis dit, tiens, ça pourrait être excellent de faire rebosser Toxic Avenger là-dessus. Donc Mathieu était à fond, et puis à partir du moment où ils étaient à fond, je les ai mis ensemble, je les ai mis en contact, et puis ils ont discuté jusqu'à ce qu'il y ait ce projet qui sorte, quoi. Donc ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse à défaut de pouvoir faire de l'audiovisuel à 100%, parce que c'est pas les mêmes budgets non plus, faire une série, tu sais, des fois les gens disent pourquoi vous faites pas un jeu vidéo, pourquoi vous faites pas une série Netflix, ouais, ça se fait pas, tu vois, comme ça, donc c'est des budgets, c'est des rencontres, c'est des producteurs, c'est des mois d'attente, c'est des discussions, c'est insupportable, tandis que faire un vinyle ou faire un pins, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes budgets, on peut se faire plaisir, et on espère, nous ce qu'on espère vraiment, c'est que au fur et à mesure, ça dégagera un budget plus conséquent pour des projets plus ambitieux.
Alors, on n'y est pas encore, hein, je t'avoue, mais c'était ça le but. Très bien. Projet ambitieux notamment, juste pour noter que à la rentrée, vous lancerez notamment un Kickstarter pour faire des figurines Motafukaz. Figurines Motafukaz qui, j'espère, seront le premier pas vers une série de figurines du label 619. Donc ça, on vous en reparlera prochainement. Et vu que je vais aussi vous laisser un temps pour poser des questions à ces messieurs, conclure très rapidement un peu sur l'ouverture, puisque ça fait donc 15 ans que le label 119 existe. Vous avez pu voir avec toutes les couvertures qui ne représentent vraiment qu'une toute petite fraction des albums qui sont sortis. Et bien entendu, ils n'ont pas l'intention de s'arrêter. Ils ont la fièvre créatrice en eux. Et je veux juste un peu, j'ai pris trois sampleurs vraiment de façon très arbitraire, de gauche à droite. Est-ce que tu peux juste nous dire le projet sur lequel tu es en train de travailler avec un certain Mathieu Bablet? Ouais, du coup on travaille avec Mathieu sur Shin Zero, donc c'est les là-bas. Moi après Frontières, c'est vrai que j'avais besoin de. Enfin, en fait, j'avais plus d'idées, j'avais plus quoi écrire. Et je sais que Mathieu m'avait parlé d'une idée qu'il avait ça remonte peut-être à 2 ans déjà, voire même plus. Et je me suis dit, ouais, il y a vraiment un match à faire et tout avec lui. Moi, je me sentais bien sur le dessin de cet univers-là. Mathieu, ça lui convenait bien d'écrire ça. C'est vrai qu'il est sur un gros projet perso en ce moment. Et il a besoin un peu d'évasion, un peu plus légère. Même oui, en fait, vous êtes tous les deux sur le point d'être trop lessivés, donc il faut cette. Ouais, comme on se rajoute du travail en plus. En plus, oui. Mais non, et du coup, ouais, c'est un projet qui nous tient bien à cœur, qui va aller chercher dans l'univers Sentai, des kaiju, et en même temps un truc très Mathieu qui est autour de la société, des générations, d'un groupe de jeunes et tout. Donc c'est assez chouette, c'est un récit qui est à la fois hyper échelle humaine et en même temps un univers qui est assez vaste derrière. Et qui permet un peu de faire aussi la boucle par rapport à D-Bazer et au format manga, puisque tu sors, parce que enfin, voilà, donc Mathieu Bablet ces derniers temps, c'est les grands dos toilés qu'on a vu voir. Même Frontier, c'était un gros album bien costaud. Là, vous partez aussi sur un autre style, donc plus proche du manga, un peu de luxe qu'on peut voir. Moi, c'était vraiment déjà, il y avait une volonté qui était purement graphique. J'avais vraiment dessiné en noir et blanc, même si là il y a un peu de couleur, mais c'est essentiellement noir et blanc. Et c'est aussi parce que, ouais, pour moi, c'est la voie du label, c'est qu'on se. En fait, on ne veut pas devenir ce qu'on n'aimait pas chez le franco-belge, qui devenait un peu vieillissant et qui s'enterrait dans des formats, dans des formats très classiques. Il faut que le label continue à vivre et qu'il trouve des nouvelles pistes, des nouvelles directions, des nouveaux formats, des nouveaux types de graphisme. Donc voilà, il faut qu'on se pousse à aller vers chercher ça, quoi. Vous êtes contre la collection de BD dos uniforme, tout bien rangé? Ah ouais, il faut trouver un petit système. C'est vrai que tu vois, Frontier, il a la même taille que le bouquin de Mathieu, mais il est plus étroit, il n'y a pas le dos toilé, donc voilà. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien avoir une belle bibliothèque bien clean, mais il faut un peu de chaos. C'est un agent du chaos. Ouais, exactement. Et puis on s'adapte au projet. Je répète la même chose depuis le début, mais c'est ça. Non, tu l'as dit qu'une fois. Je leur dis. Ou 2. Mais justement, Ron, garde le micro, parce que la seconde image, elle est pour toi. Parce qu'il y a un autre projet sur lequel tu travailles qui s'appelle Jaune avec Rours, mais qu'on présentera plus tard. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image, parce qu'il y a peut-être une présentation ultérieure qui devrait se faire prochainement. Teasing. Mais par contre, il y a un nouveau low reader qui arrivera aussi cette année, dans lequel tu seras de nouveau au scénario et au dessin. Et je crois que ce monsieur s'appelle Popeye. Ouais, alors Popeye est tombé dans le domaine public là récemment. Et tu t'es jeté dessus. C'est pas ça, c'est que c'est un personnage que je trouve vachement intéressant. Pour moi, Popeye, il y a un petit côté One Punch Man, tu vois, dans l'idée. Et je me suis dit, alors je sais pas si c'est à cause de l'âge ou quoi que ce soit, mais j'ai de plus en plus envie de dessiner des vieux gars, au visage buriné, qui ont traversé des épreuves pas possibles, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on cherchait un segment pour Popeye, qu'est-ce que j'ai raconté, pour le reader. Et je me suis dit, ça fait un petit moment que je pense à Popeye, j'aimerais bien tenter un truc. Donc en gros, je me suis réapproprié le personnage de Popeye. Je l'ai fait un petit peu vieux, donc j'aime bien aller voir les photos des vieux bodybuilders pour voir comment leur peau elle se plisse à certains endroits de leur corps, etc. T'as 2 gigas de photos de Hulk Hogan sur ton ordinateur. Ouais, non, même plus vieux que ça. Et l'idée, c'est, tu vois, il est barbu, il a une calvasse avec des cheveux longs, filasses, un peu dégueulasses. Il a un corps vraiment qui a souffert. Et l'idée, c'est essayer de rendre ça stylé et d'en faire une histoire très graphique, là, pour le coup. Le propos, alors même si j'essaie de me rapproprier quand même
Je peux dire qu'il n'y en a pas, hein, Pierre. Hein? Je peux dire qu'il n'y en a pas, hein. C'est Popeye qui tape. Ouais, il y a une réinterprétation du personnage historique, mais ouais, c'est surtout un prétexte. Tu vas être content, tu iras pas pour faire de la bagarre en fait. Ambiance bagarre. Bah, sur 30 pages ça passe. Après, si je sortais un 148, ça serait compliqué quoi. Mais... Ouais, tu pourrais faire ton The Raid en bande dessinée. Et Baptiste, je me tourne vers toi aussi, puisque tu seras également au sommaire du prochain Le Reader. Est-ce que tu peux me dire quelques mots un petit peu sur l'histoire que tu proposeras là-dedans? Oui, très vite. Pour le coup, j'essaye d'écrire de la science-fiction en ce moment, et c'est pas facile. Donc pour l'instant, je passe un peu par la case Le Reader pour faire un format court et m'entraîner et graphiquement et en écriture, etc. Donc, retourner un peu au scénario. Et on va dire que c'est une histoire. Il va y avoir aussi de la bagarre avec des robots. C'est on va dire un scénario qui est au croisement de Boys in the Hood, de Running Man, de La Nuit des Morts Vivants, et puis de plein d'autres trucs des années 80, un peu comme ça. Donc, voilà, ça va être une espèce de course-poursuite dans une nuit où les robots deviennent fous. Très bien. Et petit Rapace, quand même, tu travailles sur quoi en ce moment? Et le tome 2 de Slim Kid, et ça arrive fort. Est-ce que tu peux juste nous dire un peu, donc c'est dans le même univers, mais ce ne sera pas les mêmes personnages. Slim Kid, pour toi, c'est une série un peu chorale, en fait, où chaque tome suit des personnages différents, mais quand même dans sa grande décharge à ciel ouvert. Ouais, en fait, il y a un mec qui m'a dit ça en dédicace, c'est au final le truc qui s'en rapproche le plus, c'est un peu un truc à la Sin City, quoi, avec les persos principaux qui changent à chaque fois, mais on retrouve quand même les persos d'un tome à l'autre. Mais par exemple, là, sans spoiler, les persos du tome 1, ils vont apparaître dans le 2, mais voilà, qu'on ne va pas les suivre. Et d'ailleurs, j'ai dit que l'aspect écriture me faisait pas galérer, mais en fait, j'ai galéré de ouf sur le tome 2, parce que j'avais vraiment envie d'élever le niveau, et comme on disait tout à l'heure, le tome 1, j'avais démarché le label avec ça, donc c'est vraiment une histoire que j'ai depuis longtemps et tout. Et du coup, là, je voulais juste avoir un vrai message, que ce soit pas juste un truc défouloir, bagarre et tout. Donc voilà, je pense que j'ai relativement réussi, mais du coup, je suis en retard. Donc, de toute façon, juste après, tu iras travailler, je crois. De toute façon, exactement. Mais non, tu seras en dédicace. Et vu qu'il nous reste un petit peu de temps, j'aimerais vraiment que vous ayez l'occasion aussi, parce que je ne vais pas prendre le micro tout le temps. Si des gens veulent poser des questions à ces 4 messieurs, faites-vous plaisir, vous avez 10 bonnes minutes pour vraiment leur demander tout ce qui vous passe par la tête. Si quelqu'un ose, bien entendu, il ne faut pas être timide. Peut-être juste pour commencer une question en matière de diversification. Si Ankama c'était jeu vidéo qui a tendu vers l'édition, est-ce que chez Rue de Sèvres, il y a aussi des envies d'aller, si eux leur cœur c'est l'édition, est-ce que vous pouvez les entraîner un petit peu aussi vers ailleurs ou c'est trop Non, parce que justement, si on les a choisis, eux, c'est ce qu'ils savent faire. Et eux, justement, Rue de Sèvres, quand ils ont des licences ou des titres, ils ne cherchent pas à faire eux-mêmes. Ils vont proposer à des gens qui savent faire, à des gens qui savent faire. Donc, non, on ne va pas transformer Rue de Sèvres en Camapis, c'est pas le but. Je voulais savoir un petit peu si vous aviez prévu, comme au début, quand vous étiez chez Ankama, de rééditer peut-être ou d'éditer des futurs formats comics, un peu comme Tank Girl, comme vous avez pu le faire pour le passé. De l'achat de droit, donc. De l'achat de droit ou de la production nouvelle, comme les projets actuels. De l'achat de droit, on y avait pensé, on en avait parlé un petit peu. Il faudrait qu'on en discute avec Rue de Sèvres, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas tombé non plus sur le projet qui nous donnerait particulièrement envie d'aller là-dedans. Donc pour l'instant, on se concentre sur la création. Et puis voilà. Après, en termes de réédition, je crois qu'il y a peut-être des anciens titres d'Ankama que vous pourriez rééditer, non? C'est le fond de catalogue Ankama, label 619, il reste chez Ankama label 619, donc c'est leur décision à eux. Est-ce que Metamuta a été réédité, par exemple, de Jérémy Absolu? Parce que Ankama a fait un arrêt de com dessus. C'est-à-dire qu'ils n'en voulaient plus particulièrement. Donc du coup, les droits sont revenus aux auteurs, qui sont Jérémy et l'Absolu et moi. Et nous, on l'a reproposé à Rue de Sèvres pour leur demander s'ils étaient intéressés. Donc en fait, il faut attendre qu'il y ait des arrêts de com si on veut revoir les séries HS. C'est ça. Ok.
Une autre question. Oui, mais attends, c'est pas si on veut revoir les séries. C'est-à-dire que les séries, elles continuent d'être exploitées chez Ankama. Voilà. C'est si à un moment donné, Ankama décide de plus exploiter une série, à ce moment-là, ça peut être édité chez Rue de Sèvres. Mais Ankama continue à rééditer les titres qui sont chez Ankama. Oui. C'est pas un catalogue qui est en train de crever cette chose. Non, pas du tout. Bah non, notamment Freak Squid, par exemple, qui continue de faire sa vie. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous auriez des conseils pour quelqu'un qui voudrait vous démarcher peut-être un jeune auteur? Avec Guillaume, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Label 109 qui est illustrement inconnue, dans laquelle on a fait un tutoriel de 1 heure, vraiment où on prend la peine d'expliquer, parce que nous, quand on était jeunes auteurs, c'est pareil, on ne savait absolument pas comment faire un dossier. Des fois même je me disais ouais mais alors si on envoie un éditeur qui me dit qu'il va pas piquer l'idée, enfin tu vois ce genre de délire, toutes ces questions là qu'on s'est posées, on les traite justement dans la vidéo. Donc, si ça intéresse quelqu'un et notamment toi, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube. Ça sera beaucoup plus pédagogique et complet que ce que je pourrais te répondre ici. Mais sinon on a un site internet et il y a un contact. Donc vous pouvez envoyer des projets au contact. Mais avant, c'est bien de voir la vidéo quand même pour voir si le dossier il est bien bon. Des dernières questions peut-être? Ouais, il y en a une là-bas. Est-ce que vous aviez déjà eu le projet de faire une histoire qui se déroule en France ou avec des personnages français? Freak Squid, ça se déroule en France avec des personnages français. De Baser aussi, moins, même si des fois ça me tente, parce que je trouve que le côté exotique, ça me plaît, c'est fantasmatique, je peux y mettre ce que je veux. Si je commence à faire une histoire qui se passe en France, j'ai l'impression que je vais être vite rattrapé par les questions sociétales. Ça m'embarrasse plus qu'autre chose. Slum Kid, on sait pas où ça se passe, tu vois. Donc, je spoil pas. Donc on a des titres qui se passent en France, même si c'est pas forcément, ça saute pas aux yeux parce qu'il n'y a pas la Tour Eiffel et un drapeau bleu en rouge.